Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Crypto Fear and Greed de 28 dans la peur, le social index qui est toujours bloqué à fond sur Up, les ordres de marché ce matin 9h30 effectivement en forte recherche d'achat et ça se positionne autour de 38 000 à 39 000 quasiment. On a les indices qui sont au niveau de leur support. Il y a un premier scénario personnellement qui m'arrangerait, mais il n'est pas si évident que ça. C'est que globalement, à l'ouverture des actions tout à l'heure, à l'ouverture de New York, beaucoup se cassent la gueule par effet de frayeur et que du coup on perd de l'élo. Et évidemment, ça serait pas bon sur les cryptos. Globalement, si on rentre officiellement dans un marché qui fait des plus bas creux, et qui se met à trend baissier sur les indices boursiers, c'est lourd pour les cryptos. Et là, on est sur la lame du rasoir, on est sur le fil du rasoir. Donc, ça serait pas étonnant d'ailleurs qu'on ait une journée, qu'on essaye en tout cas de perdre ses lots en approche de mercredi, journée de la Fed. Ça veut dire que soit par exemple aujourd'hui on se fait un genre gap baissier et puis patatras, pas forcément très bas, juste le temps de lever les bras en l'air et de dire ah là là c'est affreux, c'est le bear market. Et mercredi on nous met le petit coup sur la nuque, encore plus de panique et tout. Powell parle, une heure après ou le lendemain on est reparti pour une jambe haussière qui pourrait être relativement impressionnante d'environ 15 jours. Donc la semaine dernière je vous ai expliqué que ça faisait la 3e fois qu'on avait clôturé en dessous du nuage. Donc en fait quand on clôture en dessous du nuage, donc là ce que vous voyez en vert et rouge ici, en fait ça veut dire qu'on est en dessous de la moyenne du prix sur toutes ces périodes, ok? Donc en gros la moyenne ultime elle est ici. Donc à chaque fois on a différentes moyennes, je vais pas vous faire un cours entier mais c'est pour vulgariser le plus possible. Donc en gros quand on est en dessous de la moyenne du prix, donc c'est bearish, donc ça veut dire que le marché pousse le prix à la baisse. Quand on est au milieu c'est qu'on est dans la moyenne, et quand on est donc au-dessus, ça veut dire qu'on est au-dessus, donc on est bullish, ça veut dire que le marché est haussier. Comme on peut le voir ici, là, quand on a cassé donc toutes les moyennes que vous voyez ici, là, qui s'entrecroisent, le cours est directement parti à la hausse. Pareil ici, ok? Et là, alors là, c'est vraiment le perfect. On était en dessous du nuage, on est passé au-dessus, et après on a eu le bull run. Mais là, du coup, on va dans l'autre sens. On a tout cassé. Donc on a cassé donc la Tenkan, la Kijun, la SSA, la SSB, ok. Donc là on a tout cassé et on est venu clôturer 3 fois en dessous. Et ça c'était la première fois depuis 2 ans, donc depuis le crash de mai 2020, donc depuis le crash Covid. Donc c'est pas du tout positif. Il y a une seule chose qui nous tient, c'est encore la Chikou. Donc la Chikou, la lagging span comme vous voulez, on peut l'appeler des deux noms. Et en gros elle est tout le temps dans le nuage. Donc en gros c'est le prix. Vous voyez c'est exactement les mêmes mouvements. C'est voilà ici quand on monte. Ici on monte, après on descend, là on a un rebond, ici on a un rebond, ici on remonte, bon bref c'est exactement la même chose. Bon je vous ai montré ça un peu vite, mais voilà c'est la même chose. Et du coup on dit que pour que le signal soit complètement valide, il faut qu'on sorte donc du nuage de Kumo. Donc on passe en dessous, qu'on clôture en dessous. Donc pour l'instant, on est OK. On voit qu'on a un petit rebond. Donc le tout, c'est de tenir ce niveau-là, donc le niveau des 36 781 $, de ne surtout pas clôturer en dessous avant dimanche soir, donc dans une semaine. Et comme ça, peut-être qu'on pourra avoir un rebond. Mais là, pour le moment, on n'est même pas neutre. On est plus baissier que neutre. OK? Donc, mauvaise nouvelle en ce début de semaine. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Bitcoin qui a largement, favorablement réagi sur un niveau clé. Quel est ce niveau clé? On va le voir tout de suite, c'est le niveau des 37 500. Je vous rappelle que 37 500 est un support majeur sur le BTC parce qu'il était parfaitement en train de tenir le prix pendant plusieurs semaines en début de mois. Regardez ici, en weekly, on avait fait de nombreuses clôtures, pile poil ici sur les 37 700. Clôture, bas, clôture. Et un autre bas par ici. Donc on voit que réellement entre 38 500 et 37 700, c'était un support parfait. Donc où est-ce qu'on est actuellement? On est actuellement sur un support. Donc qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement sur un support? On peut spéculer éventuellement sur un rebond. Ça se tente.
On voit qu'on est toujours dans ce range macro. Donc on voit la borne haute à 46 900 et la borne basse ici à 37 500 et la borne extrême ici à 33 000. Donc on voit que la borne extrême a très peu servi comparé au reste. Donc pour moi, vraiment le range actuellement à jouer, il se trouve entre 46 700 et 38 500, 37 500. On va aller vite fait faire un tour sur la bougie mensuelle. Et vous voyez qu'elle est vraiment dégueulasse, la bougie d'avril là, c'est-à-dire que elle a même pas de queue, on clôture au plus bas. Bon là, ce petit rebond me fait mentir, mais on avale les 2 bougies des mois précédents. Enfin, ça a vraiment pas été un joli mois. On est toujours sur cette espèce de flag, encore qu'en monthly, il est pas du tout évident. Vous voyez que si je me mets en droite, pour le coup, c'est plutôt ici quelque chose qui se dessine pas du tout comme une figure parallèle. Bon là, on enlèverait ce côté-là, mais on est plutôt sur une 2-3, voilà, une correction en 1-2-3, enfin en ABC. Voilà. À voir. En tout cas, c'est vraiment pas très joli la bougie mensuelle qu'on a fait là. En termes de momentum, qu'est-ce qu'on peut dire ? En termes de momentum, on n'a pas de divergence notable ici. Non, pas de divergence notable. Vincent Gann qui met en avant tout simplement le BTC1, le contrat futur ici au niveau du Bitcoin, avec le petit biseau aussi qui est également le même qu'on a sur Ethereum en ce moment, le tout dans un énorme bear flag avec une divergence RSI positive, haussière. Donc on va voir ce que ça pourrait donner, mais c'est vrai que si jamais ça venait à s'activer, on aurait un retour dans un premier temps autour de 44-45 et ensuite on pourrait viser un retour au-delà de 48 à 50 000 $. Donc on ne ferme pas la porte à un potentiel, on va dire fin de printemps, début d'été positif, mais pour moi le macro a plus de chances de déclencher un événement négatif en ce moment sur les marchés que l'inverse. Et comme je le dis régulièrement, je vois pas le marché crypto, en tout cas en ce moment, partir to the moon si d'un seul coup on a le marché américain qui pète ses énormes supports et qui est en train vraiment là en ce moment de se lâcher comme il faut. Donc on va avoir pas mal de réunions cette semaine, notamment le FOMC, c'est aujourd'hui ou demain, j'ai pas revérifié. Bref, on va avoir des déclarations qui potentiellement peuvent avoir un impact. Certaines personnes ont l'air de dire que c'est pricé depuis longtemps, blablabla. Alors, en général, les dernières déclarations de Jérôme Powell, ça a jamais été trop pricé à l'avance. Au contraire de ce qu'on a pu observer, le marché a tendance un peu à les hyper réagir, donc je me méfie de ça. Donc la même chose que le Bitcoin, c'est-à-dire que sur Ether, on pourrait aussi avoir la même pattern de retournement que le Bitcoin en weekly, ce qui serait extrêmement intéressant. Ok, chose qu'on n'a pas encore maintenant, donc il faudrait absolument cette pattern de retournement. Une fois qu'on l'a, on aura un nouveau signal haussier, pareil, on pourrait tenter de se rattaquer aux résistances et d'aller dans la zone de rechargement de short. Ok, zone de rechargement de short qui est entre 3008 et 4300 $, peut-être pour mai-juin, si les retracements se mettent en place. C'est comme le Bitcoin. Si jamais le Bitcoin arrive à s'affranchir la zone des 48 000, il y a de grosses probas pour qu'on puisse revenir faire un tour en zone de rechargement de short au cours des prochains mois, donc entre 55 et 61 000 $. Donc il n'y a pas de signe de retournement. Bon ben on restera dans le range, voire on pourra casser ce range au sud, ok ? Mais je voulais vous faire un tout petit détour par rapport aux altcoins et à tous les altcoins qu'ils peuvent avoir, par rapport aux data qu'on a sous les yeux, et c'est toujours tiré de Coinalyse. Bon, je vois une espèce de fractale juste ici. Vous avez été ce week-end extrêmement nombreux à shorter au niveau des altcoins. Et vous avez peut-être dû voir vos altcoins qui ont commencé à saigner rouge. Bon, c'est pas le moment de capituler. En fait, on a appuyé très très fort sur le short au niveau des altcoins et on a retracé très fort au niveau des open interest sur les altcoins. Et on le voit très très bien ici. Si je prends le funding rate et j'exclus Bitcoin et Ethereum, ça a été impressionnant au niveau du funding. Enfin, les gens se sont mis en l'espace d'un week-end, fin du mois, on a complètement switché notre sentiment et on a appuyé très très fort sur nos altcoins. Et bizarrement, ils n'ont pas tant retracé que ça. On n'a pas perdu 70% sur nos altcoins. Mais il y avait des gens qui étaient extrêmement motivés pour faire tomber les alts. Bon, malheureusement, ils ont dû perdre. Et c'est exactement ce qu'on avait retrouvé ici, avant d'avoir un rebond notamment sur Bitcoin. Donc actuellement, le funding sur les altcoins est extrêmement négatif. Il y a peut-être 3 semaines en arrière, ils étaient plutôt positifs, on en avait parlé, ça va être difficile de faire monter le marché parce qu'il y a trop d'open interest sur les altcoins, trop de funding positif sur les altcoins par rapport à Bitcoin qui est en train de cristalliser, qui est en train de latéraliser. Là, c'est le contraire. Bitcoin arrive dans un bas de range et derrière, on a un funding extrêmement négatif sur les altcoins cette fois-ci. Intéressant.
Et on commence tout de suite avec des mauvaises nouvelles, celle de l'Ethereum qui pourrait bien passer sous la barre des 2400$. C'est en tout cas l'objectif à court terme que se sont fixés pas mal de traders. Alors qu'en ce moment, l'un des sujets phares de la crypto est la fusion de l'Ethereum et notamment la façon dont la nouvelle transition vers le Proof of Stake va arriver pour l'Ether, le prix quant à lui pourrait continuer de chuter. Mais malgré ça, quand on examine un peu l'accumulation d'Ether, on se rend compte que les baleines continuent d'acheter et d'accumuler de l'Ether. Sur ce graphique, on voit clairement qu'une fois atteint les 4000$, l'accumulation a commencé à baisser. Et qu'à l'inverse, une fois qu'on est descendu sous les 2300$, les baleines ont recommencé à acheter massivement de l'Ethereum. Et d'ailleurs, pour le coup, les baleines ne sont pas les seules à utiliser cette stratégie. On a également donc les investisseurs particuliers avec des plus petits wallets qui ont vendu massivement arrivé aux 4000$ et qui ont recommencé à acheter autour des 2000$. Et d'ailleurs, les analystes de Delphi Digital se sont également posé une question super intéressante, à savoir est-ce que l'Ethereum va enfin se décorréler du cours du Bitcoin. Comme tu le sais déjà, le cours et le prix des altcoins est directement corrélé au Bitcoin. Mais durant l'année 2021, on avait déjà pu assister à certaines décorrélations où quelquefois quand le Bitcoin baissait, l'Ethereum à l'inverse continuait de monter. Et toujours selon Delphi Digital, le passage donc au Proof of Stake pourrait vraiment être l'élément déclencheur qui permettrait à l'Ether de se détacher du Bitcoin. Il faut prendre en compte également, comme je vous l'avais présenté dans une actu crypto il y a quelques jours, qu'on a différents États, et notamment dans l'Union Européenne, qui aimeraient voir l'Ethereum dépasser le Bitcoin. Personnellement, je pense pas que ça va arriver, mais n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu penses vraiment que l'Ether peut dépasser en termes de capitalisation le Bitcoin ou du moins se détacher totalement de son cours? Voilà, pour peut-être créer un nouveau lead pour les altcoins, avec certains qui suivraient le cours du Bitcoin et d'autres encore celui de l'Ethereum. Et si le Bitcoin était le roi de la crypto, l'Ether pourrait devenir la reine. Et sachez qu'il n'y a pas que votre capital à protéger, il y a aussi votre psychologie pour être au top au moment T. Et le moment T, à mon avis, ça va être ces mouvements de volatilité qui auront lieu mercredi, qui seront probablement des opportunités, soit d'attraper une mèche, voilà, quelque chose comme ça. Disons que Powell, le FOMC, ils annoncent une grosse hausse des taux d'intérêt, bon, qui est attendue, hein, je crois qu'il y a plus de 90% de chances qu'elle soit grosse. Pas à l'approche de la conférence, ça fait quelque chose comme ça, et en fait, c'est la mèche qui nous met bien pour les 15 jours qui viennent. Voilà, globalement, c'est un petit peu le projet pour moi. Bien sûr, ça peut se passer complètement à l'opposé. C'est ça rallie pendant à l'approche de la conférence FOMC. Powell qui dit non, on va condamner le monde à des enfers incroyables et à un purgatoire sans fin. Et ensuite, on va voilà. Mais dans tous les cas, ce sont des pics de volatilité qui sont à trade parce qu'ils provoquent des bonnes opportunités d'entrée parce que la volatilité, c'est le paradis des traders. Donc, exemple typique de la psychologie humaine, la partie que je préfère sur les marchés avec une tête de démon, parce que c'est vrai que moi je gagne beaucoup d'argent grâce à la psychologie. Pourquoi? Parce que je fais tout le temps la chose contraire que le marché. Donc ici, on a donc deux dates, en 2021 et 2022. Ici, on a $38 000, ici $38 000. Et regardez donc le Fear and Greed Index, en gros c'est la peur. Et le greed, c'est le fait de trop s'exciter, je veux dire, de trop vouloir mettre de l'argent, d'être j'ai pas le mot en français, je suis désolé. Mais bon, je pense que vous avez compris. C'est le fait d'être un petit peu foufou et de se dire vite, je all-in dans les cryptos. Bref. Du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'on était à 90%, donc on était en extrême greed. Donc là, tout le monde était euphorique. Voilà, c'était plutôt le mot, c'était l'euphorie. J'ai réussi à le sortir. Donc tout le monde était euphorique, tout le monde disait, allez, on va to the moon, to the moon, to the moon. Et on était à $38 000. Et un an plus tard, on est au même niveau. Et bien, regardez, on est à combien? On est à 22. On est en extreme fear, pardon. Donc on est à l'opposé. Ok? Donc tout le monde a peur, tout le monde se chie dessus littéralement. Alors qu'on est au même prix. DXY, l'indice du dollar que vous connaissez peut-être, et vous pouvez voir qu'il a vraiment récemment vu une poussée parabolique sur l'intervalle journalier. Du coup, le DXY nous montre que le dollar américain a vraiment gagné énormément de force comparé aux autres monnaies fiduciaires du monde entier, et aussi ce qu'il s'est passé avec tout ça, c'est que lorsque le dollar gagne en force, forcément le Bitcoin va descendre de prix. Parce que lorsque vous mesurez un actif en dollars, comme par ici le Bitcoin ou toutes les autres cryptos, vous savez que généralement c'est à cette monnaie qu'on les compare à chaque fois, alors bien sûr, si cette monnaie gagne en force, alors le Bitcoin va avoir
une tendance baissière comparée au dollar américain. C'est juste comme ça que ça marche. Mais vous pouvez vraiment voir que ça s'est trouvé dans une phase complètement parabolique depuis un certain moment ici, et quelque chose qui monte aussi vite doit forcément finir par s'arrêter à un moment. Et vous pouvez voir également qu'on a la cheat sheet qu'on peut utiliser ici sur la droite pour nous montrer comment ça marche. Donc ouais, on va bien voir si on aura bientôt la fin de la montée parabolique du dollar américain, et ça va aussi définitivement pas mal aider le Bitcoin au cas où ça arriverait, parce que simplement dans ce cas, le Bitcoin pourrait enfin recommencer à avoir sa valeur appréciée comparée à l'USD si cette montée parabolique devait finalement arriver à une fin. Le dollar quand même US a eu une semaine très haussière, hein. Ça c'est par rapport aussi à l'approche très hawkish de la Fed aussi. Et justement, vous voyez au niveau du mensuel, on a quand même une grosse bougie. Donc là, on est quand même toujours sur une résistance, mais on a clôturé quand même sur le haut. Les mois précédents, vous voyez qu'on avait testé par des mèches, mais là, on a clôturé quand même un petit peu plus haut. Donc il y a des probabilités à ce que le dollar continue, même si à court terme, il peut se retirer un peu. Sérieusement, Owen, le Bitcoin pourrait, d'après vous, passer un jour au Proof of Stake. Le roi pourrait, pour rester roi, réformer son royaume? Pour répondre à cette question, il faut répondre sur deux axes, le techniquement et le moralement. Techniquement, il serait possible, si tous les utilisateurs de ce réseau, si tout le monde était d'accord pour faire évoluer Bitcoin vers un Proof of Stake, il serait, je pense, techniquement réalisable à mettre en œuvre. En attendant, c'est sans comprendre la proposition de valeur de Bitcoin. Parce que moralement, non, ce n'est pas possible. Le Proof of Stake est peut-être très utile sur Ethereum parce qu'il est très scalable, très peu énergivore et qu'il permet donc une programmabilité et des usages les moins coûteux possibles et qui permettront du coup de réaliser beaucoup de use cases sur l'écosystème Ethereum. Ce n'est pas la proposition de valeur de Bitcoin. Sa proposition, c'est justement cet accès invulnérable, ce réseau décentralisé, le Proof of Work et la taille du réseau Bitcoin aujourd'hui en fait la crypto-monnaie la plus inviolable du réseau et la plus décentralisée. Aucun gouvernement ou aucune grosse entreprise ne pourrait prendre le contrôle et prendre la main sur ce réseau. Il appartient à ses utilisateurs et à ces différentes personnes qui participent à sa sécurisation. Le Proof of Stake, bien que plus efficace sur certains points, n'a aucun comparable d'un point de vue de la sécurité et d'un point de vue de ce que Bitcoin propose aujourd'hui sur le réseau. Eh bien, Solana était complètement KO pendant 7 heures. Pendant 7 heures, elle ne fonctionnait plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait plein de bots qui essayaient d'obtenir des NFT qui généraient énormément de transactions, des millions de transactions, et la blockchain Solana n'a pas tenu le choc et elle est complètement tombée. Les validateurs ont été saturés. Donc il y a eu plus de 100 gigas de data par seconde qui étaient générés, plus de 4 millions de transactions. Tout ça, ça a complètement saturé la blockchain, alors qu'on sait que Solana, ils se vantent de pouvoir gérer un nombre énorme de transactions par seconde. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, les validateurs se sont mis d'accord pour réinitialiser la blockchain, hein, pour la redémarrer. C'est un peu comme un serveur où on dit, là, il faut redémarrer pour que ça fonctionne. C'est ce qu'ils ont fait, ils se sont mis d'accord, ils se sont coordonnés, ils ont redémarré tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive à Solana. Solana, en septembre, ils ont eu un arrêt de la blockchain de 17 heures. Donc 17 heures, c'est énorme. Là, ils ont fait moins, donc c'est déjà bien. 7 heures, c'est mieux que 17 heures. Mais c'est quand même pas normal qu'une blockchain de ce niveau, une blockchain qui a plus de 30 milliards de dollars de capitalisation, s'arrête comme ça tous les quelques mois pendant plusieurs heures. C'est quelque chose qui montre un peu les limites de cette blockchain. Et quand on creuse un peu le sujet sur Solana, on nous dit oui, mais Solana, c'est encore une bêta. On parle du mainnet bêta, donc c'est quelque chose qui est encore bêta. Solana, j'ai l'impression qu'on parle du fait que ça soit en bêta que quand il y a des problèmes. Donc les gens vont dire que je n'aime pas trop Solana, mais là c'est factuel, et pour moi il y a vraiment un problème dans le fonctionnement et dans le design qu'a Solana, parce que c'est pas normal que n'importe qui ou que des bots puissent venir saturer le réseau et rendre la blockchain KO. C'est pas une saturation avec une augmentation des frais de transaction, c'est vraiment plus aucune transaction ne pouvait passer. Donc pour moi, attention, on est vraiment en train de voir les limites de cette blockchain. On va maintenant parler de la régulation des cryptos en Belgique, qui va en fait lancer des nouvelles règles concernant les exchanges de crypto. Et en fait, tout simplement, les exchanges de crypto vont devoir remplir 7 conditions. Donc, il faudra qu'ils soient constitués sous forme de société avec un capital d'au moins 52 000 $. Et en fait, ces règles, elles vont être mises en place dès le 1er mai.
Et d'ailleurs, toutes les entreprises du monde de la crypto qui sont déjà en activité, notamment donc en Belgique, vont devoir respecter cette loi. Ils vont avoir un petit délai jusqu'au 1er juillet. Il faudra également qu'ils divulguent en fait toutes les opérations. Et pour ça, il leur sera donné 4 mois, à savoir jusqu'au 1er septembre. Et en fait, ils devront s'enregistrer en tant qu'entreprise réglementée auprès du régulateur financier. Il faut savoir que pas mal de personnes se plaignent de la fiscalité, notamment donc en France, mais en Belgique, elle est encore pire qu'en France. Et je trouve ça d'ailleurs plutôt dommageable quand on sait que des pays tels que l'Allemagne ou la Suisse sont très avancés sur la crypto. Les personnes par exemple en Allemagne qui investissent dans une crypto et qui la gardent au moins 6 mois doivent tout simplement pas payer d'impôts sur les plus-values. Et si ça continue, je pense que pas mal de Français risquent de se rendre en Allemagne d'ailleurs. Du coup, cet été, si le texte de la loi MiCA est approuvé par tout le monde et puis ensuite par les parlementaires européens, donc voilà, on ne sait pas dans quel état, positif, négatif, etc. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quelle est la prochaine étape? Est-ce que il y a plusieurs années pour adapter la réglementation française? Est-ce que c'est une application directe? Comment ça se passe? Alors, comme ce sont des règlements, aujourd'hui l'Europe est plus à faire des règlements que des directives. Et un règlement par rapport à une directive, c'est effectivement d'application directe. Il n'y a pas besoin de transposer dans les droits nationaux. Une fois qu'en fait, on a un texte finalisé, il va entrer en vigueur. Ça, c'est la première étape, le temps d'être publié au journal officiel de l'Union européenne. Et ça, c'est prévu dans les textes. Il y a un délai avant l'entrée en application. Et c'est à l'entrée en application où les acteurs doivent être en conformité, où ils sont potentiellement sanctionnables si ce n'est pas le cas. Et donc ça, c'est encore ces délais-là, c'est encore des sujets sur lesquels comme c'est dans les textes, on peut en discuter, parce que tout n'est pas non plus convergent. Par exemple, la Commission européenne souhaitait que l'entrée en application pour le régime des stablecoins soit immédiate, donc juste après l'entrée en vigueur, donc il n'y a pas de délai, quoi. Hyper dur, hyper pour les short. acteurs du secteur, Voilà. bien sûr. Pour d'autres règles, il y a des délais, ça va entre 18 mois, 24 mois. Il y a des propositions pour revenir à 6 mois, donc c'est hyper court. Donc voilà, c'est encore à fixer. Mais bon, ça nous emmène vers un MiCA avant 2022. Avant la fin de l'année, c'est impossible, ça c'est sûr. 2023-2024. Le mieux, ce serait de laisser le temps aux acteurs de se mettre en ordre de marche, parce que c'est quand même très très lourd, MiCA. Et surtout, de aussi faire bénéficier ceux qui sont en conformité avec des dispositions nationales de facilité ou de tolérance supplémentaire. En France, on a l'enregistrement PSAN. Donc, ça veut dire quoi? Je disais tout à l'heure, c'est que les PSAN respectent la LCBFT, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au niveau européen. Ça serait bien de leur éviter de refaire 2 fois la même chose, du coup. Donc, avoir des tolérances et puis des systèmes de transition accélérés vers le régime européen, puisqu'effectivement, une fois qu'on aura le régime européen, ça va venir supplanter tous les autres régimes nationaux, y compris le régime français. J'ai sélectionné ici finalement un petit tweet assez amusant. C'est écrit en anglais, pas très compliqué. Ici, je vais essayer de le traduire, c'est-à-dire qu'ici, personne ne l'utilise. Ensuite, il n'y a que finalement les nerds, c'est-à-dire les petits intellos qui l'utilisent sur leur PC. Puis après, les drugs dealers, c'est-à-dire les dealers de drogue, en 2013. En 2014, on a après les blanchisseurs d'argent qui l'utilisent. Ensuite, en 2017, on a seulement les joueurs, c'est-à-dire les petits traders, etc., qui l'utilisent. En 2019, on a seulement un faible pourcentage de la population qui l'utilise. En 2020, on a seulement des petites compagnies qui commencent à l'utiliser. En 2021, on a seulement des petits pays qui commencent à l'utiliser. Et de ce principe, on peut continuer à évoluer pour 2022, 2023, 2024 et se dire qu'est-ce que ça sera les prochains petits qui l'utilisent. Bien entendu, vous aurez compris, c'est clairement ironique. C'est vraiment de plus en plus fort et de plus en plus puissant. On est déjà dans des petits pays, il est vrai. Malgré tout, est-ce que le Brésil est un petit pays? Je me pose la question économiquement. Il y a quand même un certain poids vis-à-vis de ceci. Aujourd'hui, on va parler d'un mot valise. Encore un, peut-être celui qui représente le mieux l'idée de mot valise, puisque vous allez voir qu'énormément de choses entrent dans sa définition. C'est le mot figital. Donc physique et digital contracté en un seul mot. On a connu la digitalisation. Donc par exemple Amazon qui vend des livres, des produits technologiques et à peu près tout maintenant, c'est un supermarché en ligne. Amazon a finalement entamé une stratégie de digitalisation ces dernières années en créant des boutiques. Zalando pareil, ils vendaient des chaussures sur internet et puis finalement ils ont ouvert des boutiques. Donc ça c'était un concept
qui s'est appliqué ces dernières années et on va voir comment dans le Web3 ça va donner de nouveaux exemples, de nouvelles applications. Alors il y a en fait les Phygital NFTs, les NFT Phigito, qui sont en fait l'idée qu'on va acheter un NFT, puis on va ensuite l'imprimer ou lui donner une forme physique qui va donc faire qu'on va pouvoir le contempler dans le monde réel. Par exemple, j'achète un très très beau NFT d'art digital et puis je le fais imprimer ou afficher sur un écran dans mon salon. Donc là, on est sur un NFT Phygital et il va y avoir un service de phygitalisation qui va me permettre de le faire. Donc ça, c'est le premier exemple assez simple pour définir ce qu'est Phygital dans le Web3. Mais il y a aussi d'autres applications qui sont, elles, peut-être plus l'idée que les NFT vont devenir des outils pour sécuriser des expériences qui étaient déjà Phygitales. Par exemple, j'achète des places de concert et donc je vais aller ensuite vivre cette expérience dans le monde physique. C'était déjà de la phygitalisation, mais le fait que ma place de concert soit un NFT, ça va sécuriser cette phygitalisation. Les amis, j'avance sur un truc assez intéressant. CoffeeZilla qui balance plus de 20 allégations sur SafeMoon. Alors déjà, les premières propositions de valeur de SafeMoon, c'était un truc du genre « Oui, vous allez gagner beaucoup d'argent ». Quand la proposition de valeur d'un projet, c'est « Vous allez gagner beaucoup d'argent, sauvez-vous ». Taillot. Eh bien, CoffeeZilla, qui est un utilisateur assez robuste et assez suivi, a fait plus d'une vingtaine d'allégations graves sur SafeMoon. Elles sont là, elles sont toutes listées. $1 billion fraud. C'est costaud. Et là, pour le coup, il y a le FBI qui s'est saisi de l'enquête. Lui, il est un petit peu en danger quand même, parce que quand tu as une arnaque qui tourne bien et qui a permis de voler plus d'1 milliard à des pauvres gens, dénoncer l'arnaque, lui, il doit passer des sales nuits là. Il a dû se faire insulter un petit peu. Surtout que, je tiens à vous le dire, quand j'avais dénoncé BitConnect, je me faisais traîner dans la boue, je me faisais insulter, c'était très très rude, même par des gens qui adorent ce que je fais mais qui me disent « Mec, sérieux, il faut laisser des pigeons rentrer dans le système, sinon on ne va plus gagner d'argent nous ». Lui, là, il rentre tout seul en front, donc je lui apporte beaucoup d'énergie, je partage sa position. SafeMoon est une merde, une grosse merde. Et en plus de ça, on parle pas simplement du fond du projet qui est pourri. Là, on parle de vol d'argent, de fraude, d'accord ? On parle de fausses informations distribuées aux investisseurs pour leur faire croire à du vent. Et il y a de grandes chances que cette enquête du FBI se termine très très mal pour les fondateurs de SafeMoon. Petite chose également, il y a des gens qui disent pourquoi c'est le FBI qui s'intéresse à SafeMoon alors que c'est la SEC, la Security Exchange Commission, qui s'intéresse à Ripple. Ben parce que c'est pas les mêmes fraudes. Ripple, ça va être des problèmes de qualification juridique, ça va être des problèmes d'interprétation légale, ça va être des problèmes de comment est-ce qu'on qualifie leur activité. C'est pas des voleurs. Alors que SafeMoon, on considérerait ça comme une arnaque. C'est pas le même problème. Il y a une différence entre tu as fait quelque chose, tu pensais que tu avais le droit de le faire, mais en fait, c'est comme si tu avais émis des actions en bourse, donc tu n'avais pas le droit, donc tu dois être corrigé. Ou tu prends de l'argent à des gens et tu te sauves avec la caisse. C'est pas le même délit. Ce fameux club de basket de Pau qui, pour la première fois d'un point de vue mondial, on peut dire, ouvre son capital en crypto-monnaie avec une émission de security token, dont une partie donc, de la performance du club économique et des droits politiques seront dans les mains de ces personnes qui achèteront le security token de ce club, jusqu'à 40% donc, du club de Pau qui est globalement, on peut dire, tokenisé. On va voir ensemble ce que ça veut dire, ce que ça apporte et toutes les opportunités que ça offre au club et aux personnes qui veulent participer à ce projet. Et ce qu'on va retrouver maintenant, vous le voyez ici, eh bien, c'est en fait la richesse des utilisateurs Bitcoin qui est listée. Et ce qu'il nous montre ici également, si j'arrive à zoomer dessus, ça sera beaucoup mieux. Voilà, de cette façon-ci. Et à faire, non, je vais rester comme ça. Quoique, oui, je vais rester comme ça. Ça nous montre en fait selon combien vous avez de BTC, donc votre balance de BTC, dans quel pourcentage des plus riches ou des moins riches vous êtes. Si vous êtes en fait dans la norme, c'est-à-dire là où c'est énormément, hein, 73% ici, 48%, et bien tout simplement, vous aurez entre 0, je vous laisse le chiffre, j'ai toujours du mal avec tous ces décimales, et également ici les 0, je vous laisse lire le chiffre également dans ces décimales, c'est-à-dire très peu de BTC. Dès qu'au contraire vous passez dans la fraction et le BTC, vous êtes dans ceux qui ont le plus de BTC, c'est-à-dire vous êtes aux alentours des 7 et 8% des plus riches en BTC. C'est-à-dire que c'est fou, il vous suffirait en moyenne $400 de BTC pour pouvoir eh bien, se retrouver dans la proportion la plus élevée eh bien, de cette liste des plus riches en BTC. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier,
retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.